les chiffres. Les chiffres que Brice a cités tout à l'heure, c'était 135 000 rénovations par an, d'après les chiffres de l'ADEME, dont on n'est même pas sûr de jusqu'où elles vont, mais c'est l'ordre de grandeur, et on est un ordre de grandeur trop faible, et il en faut 8 à 10 fois plus en réalité. Et donc, comment est-ce que la filière va réussir à subir cette montée en charge? Donc, je vais proposer à Nicolas Petit de prendre la parole en premier. Nicolas Petit, qui est directeur général de Bâti Rénov chez Bouygues Construction. Donc, 135 000 rénovations par an. Mais que fait Bouygues Rénovation? Il reste du travail. Il reste beaucoup de travail. Maintenant, il se trouve que... Oups, là, je sais pas si on va y arriver. Alors voilà, donc Bouygues Construction, je vous avoue, n'a pas attendu la fin des travaux du Shift pour se mettre en mouvement sur le sujet. En l'occurrence, pour les marchés qui nous concernent, puisqu'on l'a vu à travers la présentation de Brice, on évoque quand même le secteur du bâtiment et en particulier le résidentiel de façon extrêmement large. Pour les marchés qui nous concernent, c'est-à-dire sur le secteur du logement collectif, il y a déjà un travail qui a été fait depuis un certain nombre d'années, puisque notamment un certain nombre d'entreprises de Bouygues Construction interviennent avec des contrats de performance énergétique, donc c'est-à-dire des contrats par lesquels la finalité, l'objet de ce que commande le propriétaire à notre groupe est d'acquérir une économie d'énergie sur son bâtiment. Donc à partir de là, ça change un peu le paradigme dans lequel on intervient sur nos travaux. Et du coup, ça a nécessité effectivement à la fois l'acquisition de compétences nouvelles en interne chez nous, un travail différent entre les différents acteurs, puisque ce sont des contrats sur lesquels on intervient en créant du lien entre la conception, l'exécution et la maintenance pour être capable de délivrer une garantie. Et puis également un suivi de chantier tout à fait particulier sur ces opérations-là, puisqu'on se retrouve vraiment avec une logique d'objectif, de garantie de résultats, par opposition à nos marchés traditionnels qui sont plutôt dans une garantie de moyens au sein du bâtiment. Et un des éléments qui nous semble important là-dessus et qui peut peut-être faire la transition avec ce que pourra nous en dire Paul à ma droite, c'est qu'aujourd'hui, il y a des compétences fortes qui ont été développées en ingénierie sur ces questions-là. Nous, on intervient en tant qu'ensemblier sur ces projets. Un des éléments qui sera déterminant et dans lequel il y a déjà un pas qui a été engagé, c'est de faire en sorte que toute la filière puisse accompagner cette montée en compétences, avec notamment une approche qui se fait chez les majors du BTP, mais qui s'appuie naturellement dans l'exécution de leurs contrats sur un certain nombre de partenaires et d'entreprises qui sont spécialisées dans leur corps de métier et sur lesquels il y a tout un travail fait par la Fédération française du bâtiment, avec une montée en puissance qui sera nécessaire pour accompagner le développement du marché. Merci. Et en plus, tu as mis moins de 5 minutes, c'est formidable. Je vais donner la parole maintenant. Ah, si mon micro peut bien marcher. Je vais donner la parole à Olivier Sidler, qui est un pionnier dans le monde de la rénovation thermique du bâtiment et qui a notamment une très grande expérience du terrain. Donc, Olivier, qu'est-ce qui risque de bloquer au niveau de cette montée en charge de la filière, d'après ton expérience de professionnel et de responsable, je cite l'entreprise d'Enertech? En fait, tout. C'est un sujet qui est très complexe parce qu'il est à la fois technique, mais il touche aussi à la compétence des entreprises, il touche à la mise en route des rénovations elles-mêmes. Donc si on commence par le début, dans le groupe Chip Project, on n'en a pas beaucoup parlé là, on est assez favorable d'abord à ce qu'il y ait tôt ou tard une obligation à la rénovation. C'est apparu bien dans ce que tu as dit. Il faut être très clair, si on laisse l'incitation fonctionner toute seule, les expériences qu'on a, qu'elles nous viennent d'Allemagne ou la KfW, donc l'équivalent de la Caisse des dépôts et consignations, gère toutes les rénovations. Aujourd'hui, ils en ont 265 000, c'est-à-dire 0,8% du parc, alors qu'il y a 30% de subventions et des prêts type Caisse des dépôts. On voit que c'est pas avec ça qu'il faudrait aller 4 ou 5 fois plus vite. La deuxième expérience que je donne toujours, c'est une rénovation que nous avons faite en tant que bureau d'études dans la région parisienne, à Bagnolet, enfin qu'on a essayé de faire, dans une copropriété qui était en difficulté, donc qui bénéficiait de plans de sauvegarde de l'État. Vous savez ce que c'est? L'État donne la moitié des travaux.
les gens qui n'étaient pas très riches avaient en plus 20 ou 30% d'aide personnelle, il leur restait le solde financé par un éco-PTZ, ils ont voté contre. Donc je ne sais plus jusqu'où il faudra aller en termes d'aide pour que l'incitation fonctionne. Donc je pense qu'un jour, il faudra accepter que, bien qu'on soit dans un pays libéral, on aime tous cette liberté-là, il faudra accepter que des règles passent au-dessus de cette liberté, nous imposent à tous d'agir, sinon ça ne se fera pas. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, quand on regarde de près, de quoi est constitué le parc à rénover en priorité? C'est d'abord celui d'avant 1975, c'est-à-dire avant les premières réglementations dans nos bâtiments. Eh bien, 53%, c'est de la maison individuelle et 19% des bâtiments de moins de 10 logements. Autrement dit, 72% du parc de logements à rénover en priorité, c'est des toutes petites opérations. Et j'ai la faiblesse de penser que les petites opérations, c'est pas mon ami à ma gauche qui les fera toutes. Lui, il s'occupe de ce qui est bien pour lui, c'est-à-dire ce qui est en secteur urbain, des bâtiments un petit peu plus gros. Mais ce sont les petites structures, les artisans et les toutes petites entreprises, qui sont rigoureusement pas structurées pour ça. N'importe lequel d'entre vous qui a essayé de rénover sa maison sait qu'il a commencé par aller voir à quelqu'un qui fait des fenêtres, qui lui a proposé un double étage ordinaire sans savoir que quand même la barre est un petit peu plus haut. Puis ensuite, il s'est dit qu'est-ce que je pourrais faire. Alors il a eu l'idée de la toiture, mais enfin, il n'est pas professionnel du bâtiment, il n'est pas capable de savoir quels sont les corps d'état qu'il lui faut, ni à quel niveau de performance il faut qu'il les cible, ni poursuivre le chantier, il ne peut pas faire. Donc il faut que la profession s'organise, et pour ça il faut que les toutes petites structures qui ont par essence l'habitude d'être très indépendantes, apprennent à travailler ensemble. Et c'est une opération assez amusante qu'on est en train de faire dans la Drôme, avec la CAPEB et la FFB d'ailleurs. On a conduit une opération, je forme 65 artisans qui apprennent à travailler en groupement. L'idée, c'est qu'effectivement, ils aient une notion de la complémentarité de leurs tâches. On n'intervient pas chacun ponctuellement et on part. On travaille en collaboration. Il y a des interfaces très importantes entre l'un et l'autre. Deuxièmement, il y a la notion de synergie des solutions. On fait une chose qui sert deux fois, donc le coût baisse. Et troisièmement, on travaille le prix. Alors ça a été toute une affaire. Le prix, c'est pas toi, on m'a dit, mais je dis si, je vais t'expliquer, il y a un marché, et si on n'est pas dans ce marché, c'est même pas la peine d'y aller. Et du coup, tout le monde s'est remis en cause en disant, on va revoir comment on travaille, quelles sont nos marges, quels sont les taux horaires. C'est fascinant ce qui est en train de se passer, pour justement arriver à ce qu'il y ait des coûts qui rentrent dans ce qu'on a déjà observé sur des opérations un petit peu plus importantes ailleurs. Donc, restructuration, structuration de la profession pour qu'elle arrive à travailler en groupement. Puis enfin, la dernière chose, qui est celle qui m'a mobilisé depuis le plus longtemps en réalité, c'est qu'est-ce qu'on fait techniquement. Je ne suis pas un fanat du calcul réglementaire, je suis d'abord une âme d'ingénieur. Pour moi, le calcul réglementaire est une voiture-balai, il le faut, notamment dans la construction neuve. En rénovation, sur un parc de maisons individuelles, si vous commencez à parler calcul réglementaire, il n'y a plus personne pour vous suivre. Donc vous avez perdu la partie. Introduire le calcul réglementaire dans la maison individuelle, c'est perdre d'emblée le grand chantier de la rénovation. Donc depuis très longtemps, j'avais travaillé avec des outils beaucoup plus lourds, la simulation dynamique en l'occurrence, et on avait trouvé des combinaisons de solutions qui, physiquement, cette fois on en était bien sûr, donnaient un résultat qui était celui qu'on recherchait, très bas, du genre 50 kWh par mètre carré par an. C'est des choses que le calcul réglementaire évalue justement très mal quant à lui. Et puis, il y a 3-4 ans, avec un stagiaire de l'IX, justement, on a été beaucoup plus loin en développant les solutions de référence, où là, on a une dizaine de bouquets, cette fois, qui sont des obligations de moyens, dont on sait que si on les met en œuvre dans n'importe laquelle des rénovations en France, et si toutes les rénovations françaises sont faites sur cette base-là, à la sortie, le parc français sera à 50 kWh. Alors que si on demande à chacun d'être à 50 kWh, c'est une course contre la montre qui est perdue d'avance, on n'y arrivera pas. Donc cette logique simple, on la met en place, elle marche très bien. En fait, elle est un guide. Quand on fait une rénovation avec les artisans, on va sur place, on regarde comment est fait le bâtiment, c'est l'état des lieux architectural et thermique et technique. On regarde des problèmes de migration de vapeur qui sont d'ailleurs pas dans le calcul réglementaire et qui sont fondamentaux si on ne veut pas des pathologies. On regarde des questions d'étanchéité à l'air. Bref, on définit comment on va procéder, ce qu'on isole par l'intérieur, par l'extérieur, quels sont les problèmes techniques qui se posent. Et tout à la fin, en 5 minutes, après 5 heures de visite et de discussion, en 5 minutes, grâce aux solutions de référence, on dit, voilà, on est obligé d'isoler par l'intérieur ou par l'extérieur, on a tel type d'étanchéité à l'air, donc les contraintes qui nous restent pour les murs, pour les vitrages, c'est ça et rien d'autre. Et on a réglé un problème qui est un problème très complexe sinon, chacun va partir dans sa direction, c'est-à-dire à peu près n'importe où,
Alors que là, on est sûr à la fin qu'on aura un résultat. Et je termine juste pour dire que ces solutions de référence ne sont pas une manière de mettre en coupe carré toute la rénovation. C'est juste donner une réponse à quelque chose qui ne se voit pas, qui est dans le mur. Mais l'habillage, la mise en œuvre reste locale, traditionnelle, ça ne change rien. C'est juste quelle est la résistance thermique que je dois mettre paroi par paroi. Ce problème est réglé. Voilà, enfin, très vite un peu pour moi, les grands points qui accrochent sont de toutes ces natures-là, 3 natures. Merci beaucoup. Donc tu vas pouvoir donner le micro à ton voisin juste à côté, Paul Bréjon, qui est le directeur des affaires techniques de la Fédération française du bâtiment, donc qui représente la profession, en tout cas une partie de la profession des artisans. Ça marche, oui. C'est sûr. Allô ? Non mais il n'est pas mieux. Une valeur sûre. Donc, vous allez pouvoir répondre à un certain nombre de points qu'Olivier Sidler vient d'aborder. Est-ce que les artisans sont aujourd'hui suffisamment nombreux pour être capables de suivre cette montée en charge qu'on attend d'eux ? Est-ce qu'ils seront assez formés ? Est-ce que les formations seront là au rendez-vous pour qu'ils puissent se spécialiser sur la rénovation thermique ? Et est-ce que vous partagez également les solutions de type STR, solutions techniques de référence pour le diffus, dans le cadre d'une très grande démocratisation entre guillemets de la formation à la rénovation thermique dans le diffus? Merci. Alors, ce sont des questions assez difficiles. Et je commencerai en prenant un tout petit peu de recul en disant que je venais pour découvrir cette avancée du Shift Project et que j'ai été très impressionné par la qualité Brice de votre présentation. Et je me dis que finalement, même si j'avais été prévenu par quelques-uns des miens, notamment les syndicats de métiers qui peuvent être gênés quand on a une approche globale, référence globale, vous avez le menuisier, le chauffagiste, le plâtrier, le couvreur, le maçon qui se dit « je suis où moi demain dans ce paysage où on ne fait plus que de la rénovation globale ». Donc j'arrivais en ayant entendu mes camarades des métiers qui m'avaient dit « attention, Shift Project, ça peut être un peu dangereux pour nous ». Alors, je vous écoutais du coup avec d'autant plus d'attention et je vais leur dire en rentrant « n'ayez pas peur du Shift Project ». Ça, c'est voilà. Donc ça, c'est un premier élément. Alors, la notion que j'ai trouvée d'abord très importante, c'est la notion d'être sur des temps longs, voire très longs. On se donne, on partage un certain nombre de choses les uns les autres, quels que soient nos parcours et les intérêts particuliers qu'on peut représenter. On partage notamment le 2050, le facteur 4, l'urgence de faire quelque chose, l'importance du dérèglement climatique. Et donc, chacun prend avec son bagage, son propre ADN, mais en gros, on partage ça. Alors, à partir de là, comment on va rentrer dans ce temps long. Alors, la première idée pour nous, c'est de dire on a une profession qui se prépare depuis 6 ou 7 ans, alors on peut lui reprocher beaucoup de choses, parce qu'on est tous confrontés un jour ou l'autre à un artisan, une PME, on peut avoir été déçu ici ou là. Il faut comprendre que c'est, par rapport à des logiques de grands groupes, extrêmement long, difficile d'accompagner la mutation profonde d'une profession extrêmement atomisée. C'est pas très facile de faire bouger 300 000 entreprises de bâtiments, dont la moitié sont des entreprises unipersonnelles. Voilà, un chef d'entreprise qui travaille seul, et puis les 150 000 autres ont un salarié au moins. Souvent, les gens disent la FFP, c'est les grandes entreprises. Alors oui, effectivement, parlons-en. 57 000 entreprises, 15 000 PME, mes amis majors, et puis 42 000 artisans. Voilà. Donc qu'on soit CAPEB ou FFB, on a un tissu avec beaucoup de petites et très petites entreprises. Donc les choses ne sont pas en un jour. La sécurité de chantier, c'est un combat de 25 ans. Une première sensibilisation aux questions environnementales, traitement des déchets, c'est 25 ans et on n'a pas fini les 25 ans. On est à peu près à 15. Donc la mutation énergétique, ça va également se développer sur un temps long et donc le message 30-35 ans est important. Alors, dans ce cadre-là, on ne va pas attendre que tout le monde soit à niveau. Donc on démarre un peu avec des pionniers. Quand Olivier explique ce qu'il fait avec un groupe de 70 artisans en Drôme-Ardèche, je trouve ça assez formidable. Simplement, il n'y a pas 300 Olivier Sidler pour mener la même opération partout en France. Bon,
Donc on est, dans la mutation. La prise de conscience est totale. C'est-à-dire que les thèmes dont nous parlons, le dérèglement climatique, le facteur 4, sont des éléments qui ne voulaient strictement rien dire il y a 7 ou 8 ans pour le commun des artisans des PME. Aujourd'hui, ça parle à 95% d'entre eux. Donc ça, c'est déjà un premier progrès. Alors ensuite, il y a le problème des 135 000. Alors ça, effectivement, c'est un énorme problème. C'est qu'on a construit, depuis le Grenelle, et on avait commencé un peu avant, puisque FIBAT a été imaginé avant le Grenelle. Donc on a construit depuis 5-6 ans un certain nombre de dispositifs passant sur la formation, la qualification et la nécessaire montée en compétences de nos troupes. Ce qui n'est pas facile à dire, parce que vous ne dites pas des gens qui sont vos propres adhérents, qui ne sont pas au niveau. Hein. La question, quand même, pour une fédération, la reconnaissance modeste de dire on n'est peut-être pas au niveau auquel on est attendu demain, c'est un pas très important. Moi, s'il n'y avait pas eu des présidents courageux qui avaient porté ce discours, quitte à se faire allumer par une partie de leurs troupes, oui, on aurait eu du mal à démarrer. Bon, on a eu des présidents courageux, et ça c'est fait. Donc ça, c'est une bonne chose. Alors maintenant, l'extrême mauvaise nouvelle, c'est le 135 000. C'est qu'on était tous partis se former, se qualifier, commencer à passer de obligation de moyens à obligation de résultats, commencer à jouer la carte des groupements, alors formel, informel, bon, mais commencer à dire que plus personne n'a le droit de faire sa prestation sur son ouvrage seul, de ne pas regarder ce qui se passe à côté et de repartir. Donc on leur dit, même quand vous êtes dans votre métier, toujours pensez global, et notamment faites la meilleure offre dans votre métier, et pensez à dire que vos copains des autres corps d'État pourraient peut-être intervenir, et vous pourriez même peut-être vous grouper et faire une intervention ensemble. Donc tout ceci se fait. Et puis on a eu l'extrêmement mauvaise surprise de voir que à partir de 2011, on est quand même en crise économique, c'est quand même des facteurs, on ne maîtrise pas tout. À partir de 2011, on a vu un produit qui nous semblait un excellent produit, l'éco-Prato Zéro, se casser les figures alors qu'il avait démarré, il y a peut-être un retard, qui sait qu'il a engrangé des très bons résultats tout de suite, il s'est cassé la figure. Et puis on a eu ensuite cette très très mauvaise période dans laquelle pendant 6 mois avant une élection présidentielle en France il ne se passe plus rien. Et puis après, de nouvelles équipes sont arrivées pour lesquelles on a non seulement un très grand respect, mais en plus on avait quand même l'extrême plaisir d'entendre qu'il y avait une vraie ambition chiffrée sur la rénovation énergétique, et qu'on découvre avec le courage et la lucidité d'un certain nombre de ministres aujourd'hui qu'on interroge que finalement les 500 000 rénovations, c'est à la fin du quinquennat. On ne l'avait pas compris au début, on avait pensé que c'était tout de suite, non, c'est à la fin du quinquennat. Mais c'est quand même une bonne nouvelle, non, c'est quand même Jean-Marc, c'est une bonne nouvelle. On sait maintenant que c'est 500 000 logements rénovés à la fin du quinquennat. Donc il y a bien comment on passe de 135 000 à 500 000 en 4 ans. Alors, est-ce qu'on va pouvoir le faire? Alors, il faut voir que soyez conscients que là, on avait une montée progressive, il y avait une confiance, il y avait une compréhension d'enjeu, et que là, il y a un risque majeur, hein, c'est que le soufflet retombe. Parce que les petites entreprises, celles qui n'ont pas la chance de connaître Olivier Sidler, elles se disent, vous me racontez des tas de choses à la FFB, mais mes amis de la CAPEB disent à peu près la même chose, que demain ça va être formidable, que le marché va décoller, qu'on va avoir des travaux, et on ne voit rien venir. Vous me dites qu'être qualifié, c'est rien, il n'y a pas un maître d'ouvrage qui demande la qualification. Voilà, donc on est nous au moment charnière où notre crédibilité, et là je vais avoir besoin de vous tous, et du Shield Project, repose sur le fait que les choses puissent démarrer dans un temps très court. Ça me va bien aussi parce que Brice, je l'ai lu sur une de vos toutes premières planches. Donc il faut que ça démarre très vite. Et après, est-ce que les artisans seront en nombre? Alors c'est toujours très difficile parce qu'on se met en dynamique. C'est-à-dire si demain on dit par une opération de baguette magique, on en fait 500 000 demain, et en plus on veut qu'il soit parfait avec l'engagement de résultat, on ne sait pas le faire, faut être honnête. Mais si on a un message, une parole politique forte, on attend quand même depuis la conférence environnementale de septembre. Mais on espère qu'elle arrive demain. Si on a demain, on est positif. Une parole politique forte. Si les Français se remettent en situation de quitter ce scepticisme ambiant qui est assez redoutable, qui font que plus personne n'a confiance en rien aujourd'hui. Bon, on a redonné un espoir, redonner un cap, redonner une confiance. L'offre de production artisan PME du bâtiment est prête, dans la zone de la conviction, à redémarrer très vite. Les outils sont là. FIBAT, bien sûr, on peut dire qu'il y a que 50 000, on a prévu 120, mais on peut passer très vite de 50 000 à 120. Les entreprises, le label reconnu Grenelle Environnement est une bonne chose, il est assez exigeant.
il passe par de la qualification de métier et par un nombre de plus, et surtout des entreprises qui acceptent le principe de l'audit de chantier. Aller raconter les uns et les autres à des toutes petites entreprises qu'elles vont devoir accepter de se faire auditer sur un chantier réel avec des clients réels, ça n'amuse personne. Hein. Et aujourd'hui, elles sont prêtes à y aller. Dans nos rangs, un millier a franchi le pas. Mais effectivement, on voit bien que ça n'avance pas parce que le marché ne décolle pas. Chez mes collègues et amis de la CAPEB, ils sont environ 2500 éco-artisans. Bon, Calibat a quelques génériques. Donc on a aujourd'hui 10-15 000 entreprises qui sont dans la mouvance, sont prêtes à faire quelque chose, sont en attente. Et je pense qu'on en a le double, le triple, le quadruple qui sont prêtes à avancer dès que ces messages forts arrivent. Et on les attend tous. Merci beaucoup. J'aurai un micro qui marche. Bien, merci à vous. Alors, on a été un peu plus long que ce qu'on espérait sur les interventions, mais en tout cas, c'était très intéressant. Donc, merci d'avoir réagi. Je vais proposer de prendre quand même quelques questions dans la salle avant de changer, de passer à la table ronde suivante. Comme ça vous laissera l'opportunité à l'un d'entre vous de réagir, Brice y compris, aux questions qui pourraient être posées. Alors, on n'est pas super bon sur les micros, donc je vais vous demander de vous lever et parler bien fort pour qu'on entende votre question et vous présenter rapidement en introduction. Je vous en prie. Néanmoins, il ne faudrait pas aussi voir à la place cibler les ménages où les revenus leur permettent de participer à cet effort. C'est un effort financier important. Quand on connaît les difficultés d'accès au crédit bancaire, les pénuries d'argent public qui vont jouer de toute manière sur les possibilités d'aide, et aussi le décalage souvent entre le temps de vie dans un logement et le temps de rentabilisation de ces opérations de rénovation thermique. Et je dirais, est-ce qu'il n'y a pas là un enjeu qui n'est pas simplement d'acceptabilité sociale, mais de justice sociale, en fait, tout simplement sur le partage de l'effort? Je prends encore une ou deux questions, et puis après on y répond d'un seul bloc. J'avais une question ici. Fabrice, après. Je suis journaliste à France Télévisions. C'est concernant la formation, parce que j'aimerais savoir combien aujourd'hui en France il y a de centres de formation spécialisés dans les nouvelles normes de rénovation thermique. Je sens qu'on a extrêmement peu. C'est une première question. Et la deuxième question, c'est aussi des problèmes. On sait que le monde du bâtiment, c'est un des secteurs de l'emploi où il y a énormément de travailleurs extrêmement peu qualifiés et aussi beaucoup de travail au noir. Ce qui permet de compresser les coûts. Et donc, forcément, pour arriver à une certaine qualité de travail, il va falloir former les gens de manière très logique, pouvoir demander d'être payés correctement. Donc, comment est-ce qu'on va, ça va être un truc particulièrement professionnel au niveau du bâtiment, comment est-ce que vous allez régler ça, sachant que ça ne va pas voiler la face, mais depuis des décennies, vous êtes dans un secteur où les travailleurs sont quand même Ok. Une dernière question, Fabrice. Pour le financement, on parle beaucoup de tiers financement. Aujourd'hui, je voulais savoir un peu quoi penser des j'ai l'article aux échos sur ce sujet. Et puis, j'ai lu aussi dans pas mal d'études, notamment celle de Caranova, que finalement, quand on investissait 1 euro dans la rénovation énergétique, l'État, quelque part, récupérait 1,2, 1,3 parce qu'on achetait moins d'énergie ailleurs et l'achat d'énergie est une des causes principales du déficit de notre commerce extérieur. Donc finalement, ce recours au tiers financement sur du financement long terme permettrait donc à des gens, les maîtres d'ouvrage et les propriétaires qui n'ont pas d'argent de pouvoir financer les bonnes travaux. Qu'est-ce que vous pensez de ce mécanisme? Est-ce que le chiffre va la couler et comment ça peut se passer? Ok. Ça marche. Donc, je vous propose de répondre. Oui, peut-être juste sur la table ronde d'après. Tant pis si ça sera. J'espère que ce sera pas trop hors sujet. De répondre en partant d'Olivier qui va répondre à Jeanne sur, mais Brice aussi probablement sur la vision globale. Et puis ensuite,
vous prendrez la suite chez les professionnels pour répondre à Monsieur Lemoigne et à Fabrice. Peut-être que Brice aura une réponse. Alors, en faisant vite, parce que là, on est censé bientôt passer à la table ronde suivante, donc 1 ou 2 minutes chacun. On n'a pas beaucoup parlé du financement. La question est au cœur de ce sujet-là. L'éco-PTZ a le mérite d'exister. Il faut juste le relancer. C'est 30 000 € pour tout le monde aujourd'hui. Il y avait un problème technique. Ce problème technique il sera vite réglé, notamment les solutions de référence le règlent. Là, je pense qu'on pourra avancer. Ensuite, la question de la justice sociale, c'est évident. Mais elle rejoint la question de qui peut payer. Et donc, actuellement, on est un certain nombre à recouper justement cette question des ménages qui ont les moyens, etc., et de faire en sorte que ça soit par eux que le mécanisme démarre au début. C'est certain qu'il faudra faire. C'est plus compliqué, c'est tout. Mais je crois que c'est inévitable. De toute façon, les Français n'ont pas les moyens, sans une aide massive de l'État, de participer à faire ces travaux de rénovation. En moyenne, c'est quand même ça. Voilà. Voilà, je vais laisser les autres répondre aussi sur les autres aspects, puisqu'on n'a pas beaucoup de temps. Juste sur l'histoire du financement, 1 € de l'État, la KfW vient de sortir une étude qui montre que pour un État, 1 € investi, pardon, il y a 7 € de travaux et il y a 4 € qui reviennent sous forme de fiscalité diverse. Alors je sais que les économistes ne sont pas tous d'accord sur ce genre d'analyse, mais on n'est pas tout perdant avec ces mécanismes d'incitation. Alors, si vous voulez, je crois qu'il faut faire attention à... Si on veut qu'un secteur progresse, quand il a acté un certain nombre de progrès, il ne faut pas le caricaturer. Parce que sinon, dans 20 ans, on sera en train de raconter des machins issus des années 80. Le secteur du bâtiment, bon, il a quelques qualités, moi j'aime bien en parler, il a quelques défauts, il en a eu, c'est vrai. Il essaie de se soigner depuis un certain temps. Il y a eu un gros travail sur l'image, il y a eu un gros travail sur la formation. On a eu ce combat pour la TVA 5.5 qui a permis quand même d'éradiquer de façon très importante le travail au noir. Actuellement, vous comprenez qu'on est un peu catastrophé de voir qu'après le petit coup de pouce de 5,5 à 7, on a un deuxième de 7 à 10, jusqu'au moment où on repassera de 10 à 20, et on recréera les conditions du black, car s'il y a un blaquant, c'est qu'il y a un blaqué. Hein. C'est comme une affaire, on est deux, et les Français sont quand même largement co-responsables. Il y a des maîtres d'ouvrage qui, tous les jours, partagent avec les entreprises qui font travailler en limite la responsabilité du passage de la limite. Sachez aussi que, que le niveau de rémunération dans le bâtiment, aujourd'hui, fait que nous sommes numéro 1 des secteurs de main-d'œuvre. Hein. Voilà. Donc on a grimpé petit à petit. Ça s'est fait au cours d'ailleurs des 10 belles années dont on sort. Et sachez, ce sera mon dernier point sur une image un peu plus positive. Alors, la vôtre est peut-être extrême, la mienne, vous la jouerez peut-être extrême également. Sachez qu'après 10 ans de belles années, ça fait même 3 ans que les années sont dures, et que le monde du bâtiment a gardé ces hommes et ces femmes à l'intérieur, avec une sous-charge, des sous-effectifs et des commandes rétrécies, plutôt que de licencier comme il aurait été facile de le faire, et comme d'autres secteurs peut-être l'auraient fait. Pour l'instant, on a gardé les équipes. Simplement, le cri d'alerte du monde du bâtiment par rapport à 2013 qui s'annonce mal, c'est que, et vous l'avez lu sans doute parce que mon président s'est exprimé largement devant les médias, on craint cette année 40 000 emplois perdus. Jusqu'à présent, depuis 2008, on avait réussi à maintenir en formant les gens, en faisant de la réorganisation. Alors, ce n'est pas tout parfait, mais sachez que le secteur fait d'énormes efforts et qu'aujourd'hui, notre premier combat, c'est la lutte contre la concurrence étrangère déloyale. C'est-à-dire que vous avez des maîtres d'ouvrage qui conduisent les entreprises à prendre des, je ne vais pas donner le nom de pays, mais en fait des voisins européens, ils ne sont pas forcément très loin, qui vont répondre et travailler sur des marchés à 7 € de l'heure. En France, avec personne qui contrôle. Voilà. Alors ça, effectivement, non, c'est pas fait. Et nous sommes amenés, paradoxe des paradoxes, à demander à l'État de contrôler un peu plus ce qui se passe sur les chantiers. Alors, peut-être un mot sur le tiers financement, mais juste avant ça, je voudrais dire qu'évidemment, je souscris à 200% à ce qu'évoque Paul Brejon, et notamment pour vous partager une conviction qui est que, contrairement à ce qui peut être imaginé collectivement, la question du travail au noir et du travail illégal est vécue comme quelque chose d'absolument dramatique. Nous, c'est quelque chose contre lequel on essaye également de lutter avec force dans nos groupes. Et au contraire, avec ces questions de compétences et de montée en compétences de la profession qui vont être nécessaires, on y voit plutôt une opportunité, dans le sens où ça va être capable de tirer les gens vers le haut et justement d'écarter les problèmes de concurrence déloyale auxquels on peut être confronté
avec toutes ces main-d'œuvre qui ne sont pas formées. Sur la question du tiers-financement, pour répondre très rapidement à Fabrice, alors il y a des questions qui se posent aujourd'hui telles qu'on le voit, où il y a un certain nombre d'acteurs bancaires et d'investisseurs qui sont en train de s'interroger sur le sujet. Ce qui est clair, c'est qu'apparaît une notion là-dedans, c'est que la clé du tiers-financement, c'est un moment quand même la garantie de solvabilité qu'on va avoir au niveau des ménages, et naturellement la garantie de résultat qu'on est capable d'apporter sur les opérations est une des clés du dispositif. Et c'est pour ça même que moi, à titre personnel, et je sais que c'est un point sur lequel il faut qu'on travaille encore un peu avec Olivier pour trouver un élément de convergence entre nous, à titre personnel, je pense même qu'il faut laisser une opportunité dans les subventions qui seront délivrées par la collectivité pour que la filière continue à travailler sur la garantie de résultat sur les maisons individuelles, de telle façon que ça puisse être un moyen. Aujourd'hui, on n'a pas d'éléments de réponse, mais c'est des éléments de réponse sur lesquels qui pourront arriver dans les années qui viennent, mais que ça puisse être un moyen de continuer à tirer la profession vers le haut et d'être capable d'ouvrir demain à des sources de financement différents. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a déjà un certain nombre de réflexions de collectivités là-dessus, et notamment, je pense qu'un certain nombre d'entre vous connaissent la mise en place de la SEM positif en Ile-de-France, dont on sera amené à voir, quoi, ils viennent de s'installer, ils commencent à regarder et à intervenir sur des opérations, et je pense qu'on sera tous très attentifs à l'efficacité que ça peut apporter pour déclencher des projets demain. Oui, peut-être un dernier commentaire qui touche à différentes questions qui ont été posées. On voit bien que quelque part, là, on est dans une situation un peu d'attentisme où, comme dans les 2 ou 3 dernières années, eh bien, il n'y a pas grand-chose qui va se passer si on reste sur cette tendance-là. On dépensait encore une fois 3 milliards d'euros en 2009 pour aider à la rénovation thermique. Il y avait quelques 100 000 logements qui étaient rénovés. On ne sait pas exactement à quel niveau de performance énergétique. On va en dépenser 1 milliard cette année et on n'a rien changé par ailleurs. Donc ce gouvernement ou n'importe quel gouvernement, quelle que soit sa couleur politique, peut dire on va vers un objectif un peu incantatoire on va faire 500 000 ou 1 million de logements. Tant qu'on ne change pas le système, on ne change pas l'écosystème, on ne donne pas de la visibilité, du cadrage, de la confiance entre les différents acteurs et à tous les acteurs, rien ne changera. Et donc c'est la raison pour laquelle nous pensons tant sur la question du financement que sur le nombre de centres de formation pour les artisans, que sur la question de l'engagement des industriels à innover, à baisser leurs coûts, pour les artisans à rentrer dans des logiques de labellisation, de qualité, de certification, etc. Tous les acteurs sont liés et donc nous pensons qu'il est encore une fois essentiel, et ça va être ça notre gros enjeu, de convaincre les décideurs politiques qu'il faut donner encore une fois de la visibilité à long terme. Ce chantier-là ne peut pas être un chantier quinquennal, c'est un chantier beaucoup plus long. J'apporte juste un complément parce que je pensais que Brice allait vous parler d'un sujet et il ne l'a pas fait. Donc je vais le faire sur la question des revenus des ménages, dans le sens où un des éléments, alors qui n'a pas été détaillé par Brice dans sa présentation, mais qui a été rapidement cité et justement qui est un élément relativement novateur dans les conclusions du Shift, c'est de dire il faut croiser les moyens que va apporter, le soutien que va apporter la collectivité aux particuliers pour faire ces travaux de rénovation énergétique. Il faut les croiser avec 2 choses. Premièrement, le manque de performance, plus on est dans une passoire thermique, plus il va falloir aider aux travaux, puisque plus ils seront conséquents, mais également le croiser, on l'a dit tout à l'heure, avec la question des revenus des ménages, bien entendu, pour éviter les effets d'aubaine, quitte à se dire même que pour des gens, la modélisation est en cours, mais quitte à se dire que pour des gens qui n'ont pas les moyens, eh ben peut-être qu'il faudra que la collectivité vienne aider à 100% l'intervention qui sera sur le logement. Merci beaucoup. Bon, merci à tous nos intervenants de la première table ronde. On prendra les questions pour après. Je vous propose de les applaudir. Et on va. Alors vous restez là, il y a une deuxième table ronde. Je vais inviter les intervenants pour la suite.